BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bienvenue dans le 7e épisode de cette 5e saison d'Impact PME. Vous le savez, l'Hebdo qui vous permet chaque semaine jusqu'à cet événement qui va nous réunir le 28 novembre à Station F autour d'une thématique, Destination 2030, quelles sont les priorités des PME. Avec moi aujourd'hui, 3 invités pour en débattre. J'ai le plaisir d'accueillir Clarisse Maillet. Clarisse, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes la présidente d'Aérométal et vous êtes une entreprise qui recycle des matériaux rares. Vous allez nous le raconter dans un instant. Barthélemy Debatz, vous êtes quant à vous consultant SIRH. Vous nous direz ce que c'est chez Factorial. En tout cas, ça permet d'améliorer la gestion des ressources humaines avec beaucoup d'IA dedans. Et puis Lucas Graffan. Bonjour Lucas. Bonjour. Vous êtes quant à vous président, cofondateur de Bibac, une magnifique entreprise qui elle aussi est soucieuse de la planète et qui a trouvé des moyens de la préserver un peu mieux, un peu plus longtemps. Clarisse Maillet, vous êtes une entrepreneur atypique. Vous avez rejoint une entreprise créée en fait, vous êtes arrivé en 2000 dans une entreprise créée par l'associé, par le père de votre associé. Exactement. En 93, qui à l'époque était une petite entreprise qui fabriquait en fait de l'inox pour les fonderies. Et vous l'avez beaucoup transformé. Où êtes-vous arrivé? Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure? Alors moi je suis arrivée en 2000 avec le fils du créateur, Davy Belleuil. Et on a transformé cette entreprise qui recyclait et valorisait des inox. On l'a transformée au cours des années en fonction des aléas géopolitiques et économiques. Et aujourd'hui, on recycle et on valorise des métaux critiques et stratégiques. Absolument. On va les détailler, ils sont nombreux. Juste quelques chiffres quand même pour vous montrer l'ampleur de la transformation. À l'époque, vous êtes à peu près 5 personnes, plus 2, voilà, quand vous arrivez. Et ça représente 900 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 20 personnes, 15 millions. Je ne veux pas parler de chiffres incroyables comme avant impôt, ça ne nous concerne pas. Mais quelle aventure! Vous nous racontez quels sont les métaux en 2 mots que vous essayez de préserver aujourd'hui? Ce sont des alliages à base de nickel, de chrome, de cobalt, de tungstène, de molybdène. Donc, c'est des alliages qui sont critiques et qui sont rares et qui rentrent dans des domaines, dans des secteurs de pointe tels que l'aéronautique, la pétrochimie, le médical. Alors on va le raconter parce que l'aéronautique, ça a été un marché très florissant et puis il y a eu quelques galères. Et là aussi, l'entrepreneur que vous êtes a su rebondir et aujourd'hui, vous préparez une usine en plus. On va en parler, c'est un truc incroyable. Lucas Graffan. Oui, bonjour. Lucas, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Bibac. Alors là aussi, Bibac, création en 2018. Un peu la même idée finalement, c'est que c'est une solution tech pour favoriser le réemploi de contenants réutilisables. Alors vous êtes alsacien. Oui, tout à fait. Donc alors moi aussi, mais je me souviens pas qu'en Alsace, on allait chercher des bouteilles en verre. Racontez-moi, peut-être que je suis trop vieux. À l'époque, ça n'existait pas, j'en sais rien. Alors en fait, c'est toujours d'actualité en Alsace. Donc moi, j'ai grandi 4 ans dans ma jeunesse à Strasbourg. Ouais. Et à Strasbourg, comme dans toute l'Alsace, il existe encore un système de consigne. De verre, de consigne de verre, tout à fait. Comme en Allemagne ou dans les Pays-Bas d'ailleurs. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a disparu. Oui. Où on achète... Je me souviens pas, moi, mais j'étais peut-être à l'époque. Pourtant, c'était bien d'actualité. Ah oui. Mais, et même à l'époque, je pense que... Elle est lointaine, en fait, l'époque. Mais c'était quand même, du coup, quelque chose de national, puisqu'en fait, il y a 30 ans, le système de consigne existait en France. D'accord. Et beaucoup de gens, du coup, se souviennent avoir acheté leurs bouteilles et les rapporter au magasin pour récupérer le montant d'une consigne, 10 ou 15 centimes. Ce système a disparu. Au profit des emballages plastiques à usage unique notamment. Et aujourd'hui, on connaît toutes les problématiques qui sont liées à ces emballages-là. Donc avec mon associé Yasmine Daman, on s'est rencontrés en 2018. Ah, c'est ça qui est incroyable. Oui. Elle avait le même projet. Ah, tout à fait, ouais. En fait, vous ne vous connaissiez pas, on ne se connaissait pas du tout. Moi, j'ai quitté un groupe de grande consommation en fin 2017 pour travailler sur ce projet-là. Et j'ai rencontré Yasmine quelques mois plus tard, qui elle aussi avait quitté un cabinet de conseil en stratégie avec exactement la même idée en tête. Donc c'était vraiment génial. C'est fou. Ouais, exactement un coup de foudre professionnel finalement. Alors on va voir comment vous vous y êtes pris, mais il faut quand même rappeler que ce sont 20 millions de tonnes de déchets chaque année qui partent dans les rivières. Exactement. En fait, chaque année, on a 20 millions de tonnes de déchets d'emballage qui vont être enfouis dans les sols. Donc là, je ne parle même pas de recyclage ou d'incinération. C'est vraiment enfoui dans le sol et c'est ce qui se passe en France. Et ces déchets-là, on va les retrouver 15-20 ans plus tard dans nos rivières. C'est un processus naturel en fait qui va se faire. Donc aujourd'hui, on récupère dans nos rivières des déchets qui ont été enfouis il y a 20 ans. Vous imaginez en fait avec l'augmentation du niveau de déchets je ne veux même pas y penser. Ce qui va se passer dans les années à suivre. Heureusement que vous êtes là. Il est temps de changer. Heureusement que vous êtes là, Barthélemy Debatz. C'est quoi consultant SIRH chez Factorial? D'abord, qu'est-ce que c'est que Factorial? Qui est quand même une licorne espagnole.
Tout à fait. Européenne, parce que présente née en Espagne, plusieurs pays. 2 fondateurs catalans. Exactement. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? Alors, Factorial propose un logiciel RH, admin, pour les PME. Dans un but premier, c'est aider les dirigeants à mieux connaître leur entreprise, ce qui se passe en interne, et in fine à prendre des meilleures décisions. Quel que soit, pas forcément RH. Toujours par rapport à leurs employés, mais lié justement à l'information qui va être saisie dans le logiciel. Donc c'est une solution SaaS, en fait. Tout à fait, un logiciel SaaS. Visant plutôt des TPE-PME ou des grands groupes ou toute taille d'entreprise ? On est sur de la TPE-PME entre 15 à 500, voire 1000 collaborateurs. Pour digitaliser. De la PME. De la PME, oui, 1000 collaborateurs, c'est on est d'accord. Très grande PME. C'est une ETI même. Assez multisecteur dans l'approche, parce que c'est une plateforme assez standardisée en SaaS et qui permet de digitaliser surtout le parcours du collaborateur en interne. Donc, je pense qu'on va en parler. Oui, mais la data vient d'où ? Ce que vous disiez, les collaborateurs remplissent eux-mêmes, c'est ça, le système permet aux collaborateurs d'alimenter en permanence ces données, de leur quoi ? De leurs attentes, de leur... Qu'est-ce qu'on collecte comme data avec Factorial ? En fait, on se base sur une plateforme qui est très simple, très intuitive, où chacun va se connecter, qu'on soit employé, qu'on soit RH, qu'on soit justement DG. Et on va saisir ces informations sur son suivi du temps, principalement tous les jours, par exemple, que je sois au forfait jour ou sur ma badgeuse. Ça remplace la vieille pointeuse ? Exactement, la vieille pointeuse digitale. On faisait dans votre entreprise, non, apparemment. Ça existe encore. On sonne le ticket. Donc ça existe encore d'une certaine façon, même si c'est digital aujourd'hui. Voilà, en fait, petit à petit, l'idée, c'est de remplacer, pour se passer d'un matériel qui peut être coûteux en maintenance et en installation, sur des badgeuses. Alors, on propose des solutions. Sur un QR code, par exemple, ça se fait très bien aujourd'hui, mais même plus simple sur le téléphone portable. Et donc, on disait, l'idée, c'est que le salarié, il vienne faire son admin et son suivi du temps là-dessus, mais surtout, qu'il vienne renseigner des éléments sur sa gestion de carrière en interne, sur ses entretiens professionnels, son suivi de compétences, ses formations et d'autres sujets dans la digitalisation. Alors, on verra d'ailleurs, est-ce que typiquement, vous qui avez l'une 20 collaborateurs, on est à 16 personnes, ça vous parle ça ou pas ? Est-ce que ce sont des enjeux pour une entreprise de votre taille ? À la fois les outils finalement pour gérer moi j'ai une question, RH. Est-ce qu'il y a le coffre pour les salaires ou aujourd'hui effectivement les TPE-PME recherchent à supprimer ce bulletin de salaire papier, à le mettre dans un coffre fort virtuel? Est-ce que vous avez ce service dans votre logiciel? Effectivement, l'idée, c'est de centraliser au même endroit toutes les infos pour le confort de l'employé et qui retrouve cette notion de gestion électronique des documents à l'intérieur du logiciel. Maintenant, un coffre-fort numérique à part entière, c'est disponible jusqu'à ses 70 ans, 75 ans pour un employé. Donc, c'est encore autre chose. L'idée, c'est plutôt que le SI-RH Factorial, donc c'est un système d'information RH, on ne l'a pas dit. Oui, c'est vrai. Viennent déverser automatiquement ces documents dans le coffre-fort numérique pour l'employé. Vous utilisez ces outils l'un et l'autre ou pas pour vos équipes Oui, nous, on a des outils de digitalisation du coup, de l'administratif sur la partie RH. En fait, je pense qu'un des enjeux aussi pour des entreprises, notamment celles qui grossissent, c'est d'être capable justement de suivre dans le temps l'évolution des employés. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un seul endroit dans lequel on va suivre tous les documents. Et aujourd'hui, tout se fait de façon digitale. Parce que nous, par exemple, chez nous, les fiches de poste, elles évoluent très vite. L'entreprise grandit et des nouveaux besoins, de nouvelles fonctions. Ou alors on découvre de nouveaux besoins chez nos clients et il faut être assez agile. Donc on doit le faire évoluer. Il faut répondre aux attentes aussi des employés. Alors venons-en à d'où vous venez, parce qu'en fait, du coup, rencontre avec Yasmine. Oui. Vous faites en fait un pilote avec Biocop. Tout à fait. Oui, qui démarre l'aventure, qui récupère des emballages avec un bon d'achat. Mais finalement, c'est pas vraiment ça qui a fait le succès. C'était juste un début, en fait. Oui, en fait, nous, on est parti donc avec Yasmine quand on a créé l'entreprise. L'objectif, c'était de trouver une solution pour aider les distributeurs et les restaurateurs à supprimer les emballages de table et à passer aux emballages distributeurs employables. Voilà, c'était nos deux cibles. On est allé interviewer tous les grands de la grande distribution, donc en 2018. Donc voilà, pour pas les citer, il y avait du Carrefour, Franprix et autres. On peut les citer. Tous intéressés les novateurs, leaders qui aident à la... Oui.
et tous très intéressés par le sujet. On a fait des pilotes avec plusieurs d'entre eux, mais à cette époque-là, la loi AGEC, en fait, qui va un peu pousser les emballages réutilisables. Donc la loi AGEC, c'est une loi qui a été votée en 2020 et d'application en début 2021 et qui prévoit la suppression progressive des emballages jetables à usage unique jusqu'à leur fin, normalement en 2040. Donc il y a des paliers. Par exemple, les metteurs en marché doivent impérativement proposer 5% d'emballages donc réemployés parmi toute leur gamme en 2025. Ça va monter à 10% en 2027. Et c'est des éco-organismes comme Citeo ou l'Eco, par exemple, qui sont chargés de suivre et d'aider à cette mise en application. Sur ces mêmes secteurs de la distribution et de la restauration ou tout secteur confondu, la loi AGEC? La loi AGEC touche plus de secteurs que la restauration et la distribution. Nous, c'est vraiment les secteurs sur lesquels on se concentre. Mais tous les secteurs avec mise en marché de produits sont concernés. Alors racontez-nous justement aujourd'hui comment a évolué le concept et quel service apportez-vous en fait à ces deux populations, à ce deux types d'entreprises et ces deux secteurs d'activité? Alors nous, en fait, c'est important de comprendre que la vision finalement qu'on a eue avec Bibac, c'était que pour faire du réemploi un nouveau standard, il fallait qu'on habitue en fait les gens, qu'on recrée cette habitude de la consigne, donc du fait de rapporter un emballage. Et en grande distribution, en 2018, le moment n'était pas opportun. En fait, on n'en parlait pas encore énormément dans la presse, c'était pas un gros sujet d'actualité. Donc il a fallu qu'on se concentre sur un autre secteur. Il fallait pivoter. Exactement. Dans votre langage de start-upper. C'est ça, ouais. Et donc, on s'est adressé à la restauration d'entreprise. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la restauration d'entreprise, il y a des enjeux de réduction d'emballage, notamment sur la boisson, sur tous les nouveaux modes de consommation, les frigos connectés, le click and collect, enfin, voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était un secteur qui était beaucoup plus prêt. Et aussi, c'est dans le monde du travail, il est plus simple de faire passer des habitudes. Exactement. Il y a des réglementations. On peut faire changer les choses. Exactement. Oui. Et donc, nous, on a mis en place ces solutions. On a trouvé d'ailleurs, je tiens à remercier, mais le secteur de la restauration collective est en fait assez engagé sur ces sujets-là. On a travaillé avec des personnes formidables dans toutes les grandes entreprises de restauration collective et même plus petites, qui ont mis en place du coup une solution. Donc, nous, c'est comment ça se passe concrètement. Je suis un restaurant d'entreprise, j'ai des boissons ou des repas dans des emballages jetables. En fait, j'arrête et Bibac va être un peu, on dit qu'on est un one-stop shop en anglais. Donc, c'est en fait, on simplifier va tout la vie faire. des entreprises sur la gestion. Voilà, c'est ça. Donc, on leur met à disposition des contenants réutilisables en verre, par exemple, comme des bols à salade ou des gobelets en plastique réutilisable pour les boissons. On installe des machines, donc c'est des machines de déconsignation, on appelle ça. Ça va remplacer les poubelles, si vous voulez. Où ça ? Où les installer ? Dans l'enceinte des entreprises. Ces machines, elles vont être accessibles 24 heures sur 24, donc c'est très pratique pour les collaborateurs. Et le principe est très simple, je suis un collaborateur. On me dit à l'oreillette qu'il y en a à la cantine ici. Ah bah voilà, alors voilà. Du coup peut-être que c'est même la nôtre qu'on ira voir. Ah bah voilà. Génial, je savais pas, voyez, c'est super. Ouais, on équipe aujourd'hui un peu plus de 200 points de vente, donc notamment en entreprise. Et donc le principe est simple, c'est je dépose mon gobelet ou mon bol et je vais récupérer le montant de ma consigne. Et en général, nous, on s'interface avec le mode de paiement parce qu'on a aussi compris que pour que ça marche, il faut vraiment que ce soit le mode de paiement le plus commun qu'on puisse utiliser. Donc, le badge en entreprise si je paye en entreprise, la carte bancaire si je suis à l'extérieur. Donc, voilà, je récupère la consigne sur ce système-là. Et puis, finalement, en 2018-2019, on a équipé nos premiers restaurants. Ça a pris. Et là, maintenant, on est dans une nouvelle phase où nos clients, donc les restaurateurs, se mettent à grossir avec nous. Donc, on a des clients qui ont une 50aine de points de vente maintenant qui sont équipés. Génial. Et donc, il leur faut de la data parce qu'en fait, la consigne, au-delà d'une simple bouteille ou un bocal qu'on rapporte, c'est de la donnée. En fait, c'est des flux physiques de contenants que je dois gérer. J'ai plus de consommables, j'ai des stocks à gérer et des flux financiers. Et donc, on fournit une plateforme qui permet de suivre toute la traçabilité des contenants. Superbe aventure. Clarisse Maillet, comment est-ce que vous êtes passé justement d'une activité inox à une activité métaux rares pour éviter que la croûte terrestre soit dépecée, si je puis dire? Comment se fait cette mutation, ce pivot dans votre entreprise? Alors, c'est vrai qu'on a pris conscience que ces métaux étaient rares dans la croûte terrestre. Rappelons-les quand même. Alors, c'est le titane, le molybdène, le cobalt. Tout ce qu'on met dans les téléphones, notamment. Voilà, tout ce qu'on met dans les téléphones, tout ce qu'on met dans les industries de pointe, pour lesquelles on parle de souveraineté nationale aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est des alliages à base de titane pour l'aéronautique, de nickel, de chrome, de cobalt. Dans le médical aussi, on a besoin c'est des alliages à base de nickel et de cobalt. Où est-ce qu'on trouve ces rebuts? Alors, ces rebuts, on les trouve dans toutes les industries en France. D'accord. Tout type d'industrie. Donc, ça peut être, encore une fois,
Ça peut être aussi dans des économies circulaires. On travaille pour certains groupes avec qui on a mis en place de la collecte au niveau international. On travaille notamment pour une fonderie sur Chalon-sur-Saône qui envoie, elle, ses produits sur toute la planète. Ensuite, une fois que le produit est usé, ça revient sur notre site de Gergy, en Saône-et-Loire. En fait Comment on recycle ça ? L'analyser unitairement, on va le requalifier, le découper, le nettoyer et puis le préparer pour que sa fonderie puisse le refondre et refaire le produit à l'identique pour qu'il puisse repartir au niveau international. Donc ça, on rentre dans une économie circulaire. Donc il y a plusieurs bénéfices. Le bénéfice, il est financier, puisque le recyclé est moins cher que le produit neuf. Malgré toutes ces étapes. Malgré toutes ces étapes. Quand on extrait le métal de la croûte terrestre, il y a plusieurs frais qui rentrent en ligne de compte. Le coût d'extraction, le coût de traitement. Alors que dans le recyclé, l'alliage est déjà tout fait. Donc il y a un bien économique. Il y a un bien écologique, puisque l'alliage est prêt et on ne va pas polluer la croûte terrestre. Et puis, il y a un bénéfice énergétique. C'est-à-dire que le fondeur, pour créer cet alliage, il va monter le four à différentes températures, alors qu'en prenant un alliage tout fait, il monte le four à une température moyenne. Donc, il y a plusieurs gains. C'est impressionnant. Pour ça, il faut des talents. Je reviens un petit peu sur Factorial, puisque vous allez aussi nous le raconter, Clarisse, mais vous êtes demandé à vos équipes d'inventer l'usine de leurs rêves. Oui, effectivement. Pour ça, il faut des talents. Alors, avant d'en parler, je voudrais qu'on évoque avec Barthélemy rapidement, justement, ces talents, quand on se trompe, ça coûte cher. Mais j'aimerais bien qu'on le rappelle aussi, parce que c'est aussi un peu le rôle de Factorial, en fait, d'aider justement à faire de meilleurs recrutements et à garder les bons. Pourquoi est-ce que ça coûte cher un mauvais recrutement ? Et vous dites même que l'onboarding est presque plus douloureux quand il est raté, en fait. Oui, l'intégration d'un collaborateur. L'idée, c'est qu'une PME, déjà, le marché du travail est concurrentiel, que ce soit dans le recrutement, alors évidemment pour les candidats aussi, mais dans le recrutement. Donc, avant même de bien recruter, c'est couvrir et ratisser assez large pour que les potentiels candidats voient l'offre d'emploi, y postulent, et à partir de là, justement, qu'on puisse faire son tri. Donc, le premier point, déjà, c'est multidiffuser sur plusieurs pages de recrutement depuis un même endroit qui se veut assez simple. Parce que si on doit publier la même offre à chaque fois, ça prend du temps. La promesse de la digitalisation, de toute façon, c'est de gagner du temps, c'est de gagner en automatisation pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Typiquement, dans le cas d'un recruteur, c'est multidiffuser la même offre et ensuite se concentrer sur le tri des CV et choisir le meilleur. Absolument. Est-ce que votre outil Factorial permet de faire ça ou pas ? Parce que je sais qu'il permet notamment, et c'est important par rapport notamment à repérer des compétences quand on lance des projets aussi fous que les vôtres, madame et monsieur, c'est en fait que ça permet d'estimer les compétences nécessaires en fait dans une entreprise. Ça, l'IA l'aide, vous le faites également avec cet outil ? Alors, l'intelligence artificielle qui peut être intégrée dans le logiciel va émettre des recommandations là-dessus. J'ai un poste à pourvoir et classiquement, telle et telle compétences sont attendues. On va le lier au recrutement pour que, dans, par exemple, une fiche de candidature, on vienne automatiquement repérer certaines compétences que fait figurer le candidat. Pour en revenir aussi le coût d'un entretien raté ou d'une embauche ratée, quel est-il en moyenne ? On estime qu'en France, une intégration ratée, donc un collaborateur qui quitte l'entreprise dans les 6 premiers mois, ça représente environ 20% de son salaire annuel. Moi, j'ai un chiffre entre 30 000 et 150 000 euros. 150 000, c'est considérable. Voilà, ça dépend du salaire. Ça dépend du salaire. À l'évidence, mais c'est une source manpower, en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est des moyennes sur plusieurs études. Et l'onboarding, c'est fondamental. Et l'onboarding, c'est fondamental. Il y a une autre statistique qui peut vous intéresser, c'est que, encore une fois, c'est dans les premiers mois de l'intégration du collaborateur, un onboarding bien défini avec un processus digitalisé, ça va nous permettre de faire monter le taux de rétention du collaborateur à plus de 82%. Et Dieu sait si ça, c'est coûteux de perdre quelqu'un de talent qu'on a envie de garder. Pour la raison qu'on a évoquée juste avant. Absolument. Tout à fait. Ok, revenons Clarisse sur cette usine idéale. Qu'est-ce que c'est cette usine idéale ? Alors, quelles compétences sont nécessaires pour y arriver et quand arrive-t-elle ? On sait tous autour de la table que ce qui est important dans les entreprises, ça reste nos collaborateurs. Sans nos collaborateurs, l'entreprise n'existe pas. Donc nous, on a, pendant la crise du Covid, on a perdu la partie chiffre d'affaires aéronautique, puisque l'aéronautique a
bien diminué son activité. Mais vous avez été incroyablement citoyenne. Vous m'avez Voilà. dit qu'on n'a pas voulu prendre le PGE pour le laisser à ceux qui en avaient besoin. Complètement. Et on n'a pas pris le on n'a chômage pas pris le partiel chômage partiel également Non. pour le laisser à ceux qui en À ceux qui en avaient besoin, comme la restauration. Là, ça montre les valeurs c'est- d'Aérométal. On avait les moyens aussi. Oui, donc mais voilà, on a fait le pas obligé. choix avec mon associé de laisser l'argent disponible à ceux qui allaient en avoir besoin. Et donc l'aéronautique a baissé. Donc l'aéronautique a baissé. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher sur d'autres secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires a été maintenu. Et aujourd'hui, avec l'aéronautique qui repart fortement, on est un peu trop à l'étroit dans notre bâtiment actuel qui fait 4500 mètres carrés. Tout le rêve de l'usine idéale. Donc, on a demandé à nos collaborateurs de nous dessiner leur usine idéale. C'est génial. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un mètre, ils ont pris un crayon, un papier, un crayon. Compétences de base pour le coup. Voilà, compétences de base. Ils ont mesuré, on leur a dit idéal, donc ils ont bien agrandi. Oui, ils ont vu grand. Hein. Ils ont vu grand. Quand même. Oui. Au départ, ils nous ont apporté un projet à 20 000 mètres carrés. Ouais. Donc, quand l'architecte nous l'a chiffré à 20 millions, ça faisait un peu beaucoup. On réduit un chouïa. Voilà, donc elle est revenue, elle a remesuré avec eux. Et on arrive à un bâtiment qui va sortir de terre fin d'année et qui fera 9 500 mètres carrés. Et qui sera idéal, je l'espère. Et qui sera idéal. Et pour le coup, on a travaillé beaucoup sur la décarbonation, sur l'autonomie. Il est décarboné et autonome. Il est décarboné et autonome. Voilà. C'est fantastique. Et du coup, ils sont hyper motivés. Ah ben, ils sont hyper motivés. Ils n'ont qu'une envie, c'est de déménager. Et puis, on les emmène de temps en temps sur le chantier pour qu'ils puissent voir l'évolution. Et il y a un responsable qui a vu qu'effectivement, il y avait un souci dans le bâtiment. Donc, on a tout de suite rattrapé. Mais l'architecte est passé au travers, le fabricant du bâtiment est passé au travers, et nous aussi. Donc, Et vous êtes également en train, on y viendra peut-être si on a le temps, en train de mettre en place une IA spécifique en fait, Aérométal. Mais on va peut-être donner un tout petit peu la parole à Lucas parce que j'aimerais en savoir plus sur la suite. Puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, c'est 20 personnes, 15 millions d'euros. Non, ça c'est Clarisse, pardon, c'est pas les bons. Aujourd'hui, je les ai là. C'est plutôt 21 personnes, 16 millions. Vous êtes assez proches finalement l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, votre sujet, quel est-il aujourd'hui en fait De trouver en fait maintenant des relais de croissance, non? Exactement. Alors je vais juste corriger un tout petit peu. Oui, c'est vrai. Si vous me permettez, en fait, en effet, on est 16 collaborateurs. On fait 1,5 million de CA. Pardon. Ce qui est déjà pas mal, en fait, étant donné qu'on était vraiment sur un secteur sur lequel on est arrivé tout neuf. Oui, vous l'avez créé. On a créé. Aujourd'hui, alors il se passe plein de choses. En fait, on a un peu l'impression de vivre un point de bascule pour le réemploi. Donc c'est positif, même si les efforts doivent quand même continuer. On a un secteur qui est en train de se transformer, c'est le secteur de la grande distribution, avec un très grand projet qui est soutenu par Citeo, qui va avoir lieu dans l'ouest de la France à partir au printemps 2025. Donc là, il va y avoir plus de 300 distributeurs qui vont être fédérés pour passer au réemploi sur un certain nombre de produits qui ont déjà été sélectionnés. Donc ça montre aussi l'impact de la réglementation. C'est-à-dire quand on a une réglementation qui passe, il y a toujours une petite inertie au début, mais finalement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. C'est le meilleur moyen. Et c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une transition. Il y a la restauration rapide aussi. Exactement, la restauration rapide qui a déjà dû se changer pour la vente sur place. Oui. Et donc, il y a maintenant, en fait, il faut attaquer la partie de la vente à emporter, qui est quand même la grosse partie de l'emballage jetable. Nous, on est dans la continuité de notre vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense quand même que transformer en fait les usages en entreprise, c'est une très bonne façon de préparer les gens à ce qui va se passer dans la vie quotidienne. En fait, si on fait une analogie, le recyclage, le tri des déchets, ça s'est d'abord passé dans les entreprises pendant pas mal d'années, puis c'est arrivé dans notre vie quotidienne. Et il y en a plein d'autres comme ça. C'est la même chose pour les ordinateurs et autres. Il y a l'événementiel aussi. Exactement. Donc l'événementiel est déjà d'actualité. C'est Parc Astérix. Oui, donc on travaille avec le Parc Astérix. On va travailler avec plusieurs salles de spectacles et concerts qui ont déjà sollicité nos services. Donc ça, c'est en déploiement en cours de l'année. On s'attend en fait à doubler de taille dans l'année et demie qui va suivre. Donc ça commence à bien s'accélérer. On est sollicité par d'autres marchés aussi. On a été approché par pas mal d'entreprises en Belgique. On est donc sur toute la partie Benelux. On est déjà présent au Luxembourg. Donc voilà, il y a pas mal de perspectives. Vous avez les talents qu'il faut pour ça ? Vous avez les talents qu'il faut ? Alors, on a une super équipe. On a vraiment une équipe formidable et qui est forte, qui est là depuis un certain temps, qui est résiliente dans les moments pas évidents. Ça soude aussi. C'est aussi comme ça
on voit si on a une bonne équipe, mais il va en falloir d'autres. Donc voilà, on est très content aujourd'hui d'avoir rencontré Barthélémy. Quelques mots peut-être sur les hommes et les talents, justement, pour terminer avec vous, Barthélémy de Batz. Avec votre expérience, et vous êtes un peu une vigie sur les aspects RH en France, comment est-ce que les bons tips, en fait, aujourd'hui, pour motiver les équipes en France à une rentrée qui est compliquée quand même, les gens qui ont il y a peu de visibilité, l'économie est quand même assez compliquée. Quels sont les bons conseils du spécialiste RH que vous êtes? Je pense que les conseils, ils sont humains. Par exemple, l'exemple de Clarisse, c'est très bon sur impliquer ses collaborateurs sur le long terme. Ça donne envie de rester pendant 3-4 ans et de profiter du bâtiment. Donc, en fait, c'est faire part à des projets presque extra-professionnels, mais impliquants dans la vie en interne. Rapporter au digital, en fait, c'est typiquement sonder ses équipes directement sur une plateforme. C'est plus simple. Faire un sondage, organiser ça, on collecte du feedback et derrière, on en tire des conclusions de façon très simple. Ce qui, avant, peut être compliqué dans un contexte multisite, multi-entité. Bien sûr. L'IA, une fois de plus, peut nous aider. On n'a pas beaucoup parlé d'IA, Clarisse Maillet, mais on le fera dans une prochaine émission parce que vous avez votre propre IA générative. Merci à tous les trois. Merci Clarisse Maillet. Je rappelle que vous êtes présidente d'Aérométal. Merci Barthélémy de Batz. Vous êtes consultant SIRH. Maintenant, je sais ce que c'est chez Factorial. Et merci et bravo à Lucas Graffan, président cofondateur de Bibac. Quant à nous, on se retrouve bien sûr le week-end prochain pour une nouvelle édition d'Impact PME. Et bien sûr, le 28 novembre, à Station F. On compte sur vous. Bon week-end. À très vite. Ciao. Impact PME l'hebdo.